Bienvenue à cette émission qui fait focus sur les innovations constitutionnelles. Une émission qui pointe pour cette édition-ci sur la discrimination positive en faveur des femmes. Oui, il persiste encore, il est indéniable qu'il persiste encore un machisme d'outre âge qui fait prévaloir des privilèges des hommes sur les femmes, surtout dans les hautes fonctions de décision politique, des discriminations professionnelles pour préférer aux femmes des hommes à certains postes, même si les femmes se révèlent parfois, sinon souvent, meilleures. Inutile de dire combien il est injuste, cette situation, voire, pardon pour le mot, stupide. Mais pour autant, fallait-il une révision constitutionnelle pour réparer ce tort? En tout cas, c'est ce qui a été établi désormais par la dernière réforme constitutionnelle au Bénin. Une réforme de discrimination positive assortie d'un quota de représentation législative, 22% de représentation du peuple par les femmes au prochain Parlement dès 2023. Le professeur Dandy Nyamou, agrégé des facultés de droit et professeur des universités. Merci de nous faire surtout l'honneur et la faveur de venir débattre sur ce sujet éminemment important pour la jeune féminine. C'est avec un très grand plaisir que je m'adonnerai à cet exercice. Merci. En face du professeur de droit, un sociologue qui va analyser avec nous les ressources sociologiques et surtout le contexte sociologique dans lequel cette réforme vient s'installer. J'ai nommé M. Jacques Aguiadaho. Merci de vous prêter également de nous apporter vos éclairages sociologiques sur la portée de cette disposition constitutionnelle, de cette réforme dans le contexte sociologique du Bénin. Merci, c'est une responsabilité. Nous avons été formés pour ça, pour faire cet exercice-là. Très bien. La première question que je voudrais vous poser justement, je commence par professeur Dandy Nyamou. Comment appréciez-vous cet acte constitutionnel à l'aune du combat féministe qui a été mené au Bénin jusque-là? Est-ce qu'il fallait vraiment passer forcément par cet acte constitutionnel? Oui, d'abord, c'est cette modification qui est incluse à l'article 26 de la Constitution est une exigence démocratique. C'est d'abord comme ça qu'il faut l'entrevoir. C'est une exigence démocratique parce que c'est l'idée d'assurer la représentation du peuple par les femmes. Et la moitié des Béninois sont des Béninoises. Donc, dès le moment où on a compris que le peuple doit être aussi représenté, totalement représenté, il était normal qu'on tienne compte des situations de fait pour cette avancée-là. Pourquoi cette avancée était nécessaire? Pourquoi la révision constitutionnelle? Simplement parce que en 2010, la question a été portée toujours par rapport aux femmes. L'Assemblée nationale avait adopté une loi dans laquelle elle prévoyait une faveur, un pourcentage de postes pour ce qui concerne les femmes. Et la Cour constitutionnelle en 2010, dans une logique d'égalité formelle, parce qu'il faut le rappeler, quand on parle de principe d'égalité, toujours sur le plan philosophique, il y a eu la prise en compte de l'égalité formelle, le fait que tout le monde naît, tous les gens naissent égaux, donc ce principe supérieur, et la nécessité de procéder à des corrections de ces inégalités, comme en fait Janus a deux faces. Donc pour tenir compte de cette égalité formelle qui a toujours été dans la jurisprudence du principe d'égalité dans notre sphère romano-germanique, le juge constitutionnel avait dit que faire un traitement préférentiel aux femmes dans ces conditions-là est contraire à la Constitution. Donc pour lever cet écueil-là... Parce que le principe contraire à l'idée d'égalité stricte, formelle. Voilà, parce que si vous êtes dans l'égalité formelle, vous n'acceptez pas de donner un avantage, un traitement préférentiel à des gens qui, par principe, doivent se trouver dans la même situation. On a dit qu'il n'y a pas de discrimination en fonction du sexe, il y a une égalité de droits, les femmes et les hommes sont égaux en droit. À partir de ce moment-là, vous envisagez la question sur le plan formel, une égalité en droit, mais pas une égalité des droits. Vous êtes sur l'égalité en droit. Donc, étant dans cette logique, dans cette doctrine constitutionnelle de l'égalité formelle, le juge constitutionnel a pu dire
que cette égalité, cette faveur donnée aux femmes, ce traitement préférentiel donné aux femmes ne pouvait pas passer. Donc, le constituant en 2019 veut faire changer la donne en introduisant dans la Constitution justement la nécessité de la représentation du peuple aussi par les femmes. Donc c'était nécessaire pour rester dans la ligne de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Il n'était pas possible aujourd'hui de faire des éléments de traitement en faveur des femmes sans cette modification constitutionnelle. C'est très important parce que si vous regardez notre environnement conventionnel international, il y a la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, qui est une convention des Nations Unies de 1979, entrée en vigueur en 1981. Le Bénin est parti à cette convention, le Bénin a ratifié cette convention, mais le Bénin en 92. Mais en 2010, puisque la Constitution est supérieure même aux conventions, le juge constitutionnel a pu rester dans son positionnement de l'égalité formelle pour dire non, il n'est pas possible de faire un traitement préférentiel. Du coup, aujourd'hui, la révision de 2019 ouvre la possibilité, donne des virtualités pour les femmes de bénéficier dans tous les secteurs de traitement préférentiel. Parce que déjà en 1979, dans cette convention, on disait que ces types de traitements ne devaient pas être vus comme de la discrimination vis-à-vis des hommes. Donc voilà pourquoi c'était nécessaire. Et si vous vous rappelez, la discrimination positive, c'est quoi? C'est juste des éléments, des traitements préférentiels que l'on va octroyer à certaines catégories défavorisées. Donc, c'est ce qui avait été fait aux États-Unis d'Amérique. On a parlé d'affirmative action. Mais dans le contexte, en traduisant en français, on a dit discrimination positive. Donc, pour répondre à votre question, c'est une exigence démocratique et il n'était pas possible, dans le contexte de la doctrine constitutionnelle de l'égalité formelle, d'en arriver à ce résultat, donc d'en arriver au traitement préférentiel sans avoir modifié la Constitution. Merci pour ces éléments d'éclairage préliminaire qui établissent en fait la légitimité de l'acte de promotion de la femme, ce mécanisme introduit dans la Constitution, pour éviter justement de se mettre en contradiction, en porte-à-faux avec la jurisprudence qui avait un peu annulé cette mesure auparavant, en introduisant l'idée qu'en fait, c'est le peuple, c'est la représentation du peuple par les femmes. C'est à cette représentation qu'on procède ainsi et non à une représentativité du groupe que représentent les femmes. Tout à fait. C'est essentiel, en fait, de voir cette exigence démocratique de représentation du peuple. Ce n'est pas une revendication de genre qui est admise. On n'en arrive pas à la revendication du genre. Non, c'est parce que, me semble-t-il, on a voulu introduire ici. Je vais demander au sociologue, par rapport à notre contexte, je vais risquer le mot un peu féodal, même si les formes les plus moyenâgeuses ont disparu un peu. Est-ce que vous comprenez ces subtilités-là introduites par le constituant dérivé dans la réforme constitutionnelle pour favoriser un peu le positionnement des femmes dans les hautes fonctions, pour corriger une certaine injustice dans leur promotion au Bénin? Je pense que ça dépend du couloir qu'on prend pour apprécier. Je ne vois forcément pas un peu cette option ou bien cette piste du constituant comme pour régler une question d'injustice. Je pense que toute société, dans son évolution, à un moment donné, s'arrête, fait le bilan et trouve des mécanismes, des stratégies pour répondre aux besoins de développement, aux besoins d'épanouissement. Et pas forcément parce qu'il y a une injustice quelque part, mais parce que quand on parle d'injustice, on risque d'être un peu superficiel sur la question, parce que même les hommes, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, ont tout à gagner d'avoir une société qui essaie de promouvoir un petit peu les chances de développement, qui améliore les chances de développement. Avec une notion d'équité. D'équité, voilà, c'est là où je voulais en venir forcément, parce que, et au-delà de la question d'égalité, tout le monde a droit à la même chose, la question d'équité, c'est beaucoup plus que offrir des possibilités à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des compétences quelque part. Lorsque ces compétences se retrouvent chez l'handicapé, il faut lui créer les moyens pour faire ces compétences-là. Si les compétences se retrouvent chez un enfant, il faut lui créer un environnement pour que l'enfant puisse... Si
Si ces compétences existent chez un analphabète et que les dispositions ne lui permettent pas de contribuer à sa société, au développement de sa société, il faut créer des mécanismes. Les sociétés africaines ont toujours fonctionné comme ça. C'est pour ça que vous allez constater que dans nos sociétés, quoi qu'on dise, il y a toujours des espaces de discussion, de renégociation sociale, d'interrogation, de contournement. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est dans une société de contournement parce que quand on est bloqué, on trouve toujours les mécanisme. Aujourd'hui, moi, je pense que l'acte posé, c'est un mécanisme nouveau parce que figurez-vous d'où nous venons, parce qu'on était dans un type de société structurée d'une manière donnée, avec des répartitions des rôles, avec des répartitions des responsabilités réparties pour ce qui concerne le jeune, l'enfant, l'adulte, le plus âgé, même dans l'éducation, tout est structuré, tout est réparti. Quand on est venu dans le registre du droit positif, il fallait faire un basculement. Les premières tentatives n'ont certainement pas donné ce qu'on voulait. On en est venu jusqu'à... Parce que bien avant ça, il y a eu cet élan. Peut-être qu'on a voulu régler ça par des mouvements féministes. Peut-être que ça n'a pas pris. Peut-être qu'on a voulu régler ça en créant un peu de forcing sur une référence, une société occidentale. Peut-être que ça n'a pas pris. Peut-être qu'à un moment donné, on a mis en place des batteries de structures d'associations, d'ONG, avec des lobbying. Peut-être que ça n'a pas pris. À un moment donné, on a eu des politiques sectorielles, on a eu des politiques sur les gens, des politiques pour la femme, des politiques pour l'enfant. On a créé des batteries de documents de politique pour réajuster, réguler. On n'a peut-être pas réussi. Et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, vous allez avoir l'impression qu'on se sentait un peu essoufflé d'avoir utilisé tous les moyens. Et je me dis on s'est dit qu'à un moment donné, bon voilà, il faut aller au-delà de tout ce... Parce que tous ces dispositifs qui existaient avait tendance, n'est-ce pas, à créer cette égalité, cette équité de soi, et créer une culture, créer une responsabilité, même sur le terrain politique. On a toujours Justement, parlé des chartes politiques. Est-ce que ce n'est pas surtout dans ce domaine-là que le constituant a voulu agir, en fait? Parce qu'on a remarqué, c'est comme une sorte d'inclination dans nos partis politiques, dans nos grands ensembles politiques, lorsqu'il s'agit de positionner les femmes sur des listes électorales pour aller occuper des fonctions de décision politique. Le réflexe, c'est un position masculin, en fait. C'est surtout là, parce qu'en vérité, il ne faut pas qu'on se... je veux dire, on se flagelle un peu trop. Les politiques de promotion de la femme genre ont quand même donné des résultats quand on voit les femmes émerger, surtout dans le domaine professionnel. Mais c'est surtout dans les hautes fonctions politiques que le problème se pose avec acuité. Évidemment, Jean-Louis, c'est pour ça qu'il disait qu'on a utilisé beaucoup d'outils, beaucoup de mécanismes, mais il y a un bout qu'on n'est pas arrivé à obtenir, peut-être dans l'espace politique, et il fallait plutôt créer une conscience autour des références, autour des tests. Pour l'obtenir, il fallait passer peut-être par des mesures juridiques, des mesures réglementaires et créer un test là-dessus. Parce que peut-être l'activité politique, a ça de particulier que c'est des espaces de stratégie, c'est des espaces où on utilise un petit peu les possibilités qu'offrent les tests pour passer entre les mailles, tout et tout. Donc, peut-être que tel que l'environnement politique est structuré, si on ne met pas la barre haute en termes de mesures, on n'obtiendra pas. Parce qu'en politique, on ne fait pas plaisir à quelqu'un. En politique, même celui qui a l'impression n'est pas en bonne position pense qu'il peut utiliser un petit peu les manœuvres pour y arriver. Donc, le constituant s'est rendu compte que pour cet espace-là, on doit aller au-delà de ce qu'on a fait pour les autres espaces, je pense. 22% de représentation des femmes au prochain Parlement, ça doit commencer en 2023. Moi, je ne sais pas ce qui a motivé le constituant à fixer ce seuil. Comment vous l'appréciez, cette représentation au niveau du Parlement? Ce seuil fixé à la représentation des femmes. Pas des femmes, attention, du peuple, pas les femmes. Voilà, en fait, cette place qui est donnée à la femme tient compte de la situation de la femme. C'est-à-dire qu'on est dans la prise en compte de l'égalité en tant qu'individu situé. Si vous reprenez la femme dans le contexte de l'égalité formelle, vous n'arriverez jamais au résultat recherché. Parce que dans une sphère masculine, c'est déjà dur de s'affirmer. Vous parlez des enceintes politiques. À quelle heure on fait les réunions politiques? À quelle heure les grandes décisions politiques se font? Vous imaginez qu'une femme qui a des enfants ou qui porte son enfant, quand une réunion se passe à 22h, 23h, minuit, elle sera présente?
Partout, même en Europe, ça n'a jamais été. C'est grâce à des politiques Est-ce de qu'on n'exagère faveur. pas un peu on caricature pas un peu, parce qu'on sait qu'une femme qui entre en politique, qui incarne un leadership politique, doit avoir des contraintes d'agenda de temps. Ça Bien peut, sûr. ça peut s'entendre. Bien sûr, mais à quel moment elle peut le faire? Autant, justement, c'est pour ça que l'aspect sociologique est important. À quel moment une femme, même ayant un charisme, peut s'affirmer politiquement? Ce n'est pas à 20 ans. Ou si c'est à 20 ans, ça veut dire qu'elle a décidé qu'elle ne construisait pas personnellement sa vie. À 30, je veux dire, sur le plan privé, sur le plan personnel, privé en fait. Mais une femme qui a 28 ans, 25 ans, a un enfant, elle ne laissera pas son enfant. Et c'est la femme qui porte l'enfant, c'est pas l'homme. Et même quand l'homme est dans une situation où il est acculé, naturellement, il compte sur sa femme pour tenir la maison. Oui, mais la situation exceptionnelle, disposition de vie, aménagement de vie, Oui, mais cet aménagement, concession mais regardez exceptionnelle. sociologiquement, les femmes qui en politique, vraiment, qui se battent en politique réussissent, ce n'est pas à 20 ans, ce n'est pas à 30 ans. Sauf quand le politique masculin leur a donné l'occasion de se positionner. Sinon, si vous prenez les femmes qui ont fait les grandes batailles, qui ont été dans les meetings, qui ont mouillé le maillot, comme on dit, c'est souvent des femmes qui ont passé la quarantaine, qui ont déjà des enfants un peu grands et donc qui ont le temps de s'investir. Donc, c'est pour vous dire que quand vous cherchez à mettre en œuvre le principe d'égalité et que vous situez l'individu dans le milieu, vous vous rendez compte que si vous ne donnez pas un coup de pouce, oui. ça ne se fera pas. Et c'est ça que le constituant a voulu faire, donner un coup de pouce. En disant 22%, c'est pour ne pas, je dirais, c'est aussi pour tenir compte du contexte masculin. Vous imaginez si le législateur avait dit, parce que c'est le 50%. législateur, 50%, ça ne passerait pas. Parce que la société elle-même, déjà, n'admettrait pas cela. Donc, pour moi, c'est vraiment une politique de faveur. Mais loin de penser... c'est faux de n'avoir pas essayé. On aurait pu lancer des ballons d'essai en lançant dans le débat public, de l'opinion publique, un texte préparatoire pour tester justement le niveau de maturité sociologique du peuple. Mais ça a déjà ça été manque souvent dans nos processus. Peut-être. Voilà. Peut-être, mais ça, quand en 2010, l'Assemblée a voulu faire ça. Bon, c'est vrai qu'il y a eu cette jurisprudence. Et puis, il y a aussi, on voit dans le contexte qu'on se désole de ne pas voir assez de femmes. Oui. Pas parce qu'il n'y a pas de femmes compétentes, non. C'est que vous avez les femmes qui professionnellement... Excusez-moi, Oui. allez jusqu'au bout, c'est une question provocante, ça va venir après. Les femmes qui professionnellement réussissent, ce sont des femmes qui sont portées par des hommes et qui ont compris la nécessité pour ces hommes-là de porter les femmes. Sinon, vous verrez que dans un environnement où une femme n'est pas portée par sa famille, par son père, par ses frères, par son mari, elle y arrive difficilement. Alors que pour l'homme, cette logique n'est pas forcément la même. Ça semble, bien sûr, il se bat. Mais une femme, pour réussir dans le contexte social, doit se battre des fois 2 fois, 3 fois, 4 fois plus qu'un homme. Et c'est ce dont on a voulu tenir compte quand on a fait l'affirmative action en Amérique. On a constaté que les gens, en raison de leur race, avaient du mal à y arriver, pas parce qu'ils n'avaient pas la bonne volonté, pas parce qu'ils ne se battaient pas, mais parce que l'individu situé était tel que si on n'apportait pas un coup de pouce à ce groupe défavorisé, il aurait du mal, malgré tous ses efforts, à y arriver. Ce n'est pas un appel à la fainéantise, ce n'est pas un appel à la carence. On va creuser cette dimension voilà. du sujet. Donc sur les 22%, il me semble que c'était le minimum à faire. Et j'espère que ça tiendra, ça se fera jusqu'au bout. Parce qu'il faut tenir compte de l'individu situé et il faut aussi tenir compte de l'environnement juridico-politique dans lequel nous sommes. Est-ce qu'on ne met pas un peu trop sur le dos
des pesanteurs sociologiques, de cette sorte de machisme, le mal que les femmes ils ont à émerger quand derrière elles-mêmes, parfois, ne croient pas suffisamment en elles. Je pose la question au professeur Dandine Yaoun, pourquoi avec tout ce potentiel, toute cette expertise intellectuelle ne se décide pas de ici dans les hautes sphères politiques pour faire changer un peu les choses? Ah, ça, c'est une excellente Pourquoi se question. mettre à l'ombre, justement? Je ne suis pas à l'ombre. Aujourd'hui, et ça a toujours été ma politique dès le départ. J'estime que on ne s'affirme pas, on ne fait pas un métier politicien. Et que ma valeur ajoutée est d'abord dans ma force de travail professionnel. Je fais de la politique à ma manière, mais je ne me suis pas lancée dans des grandes campagnes, etc. Parce que pour moi, la façon pour les hommes de regarder la qualité, la valeur que je suis, c'est d'abord parce qu'ils se rendent compte que professionnellement, je suis autant que, si ce n'est mieux. Et je me suis battue 2 fois, 3 fois plus que la plupart des hommes pour arriver où je suis. C'est pour vous dire que si j'ai pu le faire, c'est parce que des hommes m'ont porté. Si j'étais dans un environnement où on ne m'avait pas porté, où on ne m'avait pas dit tous les matins que je me réveillais, tu vaux autant qu'un homme et tu dois travailler autant qu'un homme, tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a telle ou telle pesanteur, peut-être que vous ne me verrez pas où je suis. Donc, ce n'est pas seulement l'idée de la sphère politique, non. Quand le constituant dit la représentation du peuple par les femmes, ce n'est pas seulement dans le domaine politique, il me semble. C'est aussi partout dans la vie. On va y revenir Voilà. parce qu'il y a une disposition qui ouvre, qui donne la possibilité à toutes les institutions de faire cette promotion, cette discrimination positive, de l'appliquer dans leur univers. On va y revenir justement sur la question du clausus numérique favorable, les 22% de représentation du peuple par les femmes à l'Assemblée dès 2023. Un coup de pouce pour commencer, un ballon d'essai, ou bon, vous voyez ça à minima? Je ne pense pas que ça soit une fin en soi de partir sur ce registre-là pour s'assurer. Parce qu'en fait, ce qu'on veut au bout, c'est la qualité. Ce qu'on veut au bout, ce sont les résultats. Ce qu'on veut au bout, ce n'est pas une sorte de présence très accidentelle. Pas du tout. Donc ça suppose que c'est une disposition qui doit être entourée par d'autres mécanismes pour faire obtenir les résultats. Vous savez, on a voulu avoir des jeunes, des perchoirs, tout c'est le même combat. Mais après, on fait le bilan un petit peu pour voir en termes de qualité ce que ça donne. Donc c'est pour dire que le mécanisme qui joue sur des quotas pour dire qu'on a besoin on doit avoir 22%, peut-être ça règle un problème politique. Peut-être ça traduit la volonté politique, ça traduit l'engagement politique, ça traduit un petit peu la responsabilité du politique qui est de répondre, n'est-ce pas, à tout ce qu'il faut pour que chaque personne, qu'il soit fille, homme, garçon, tout et tout, puisse avoir les possibilités d'exercer. Mais après, il revient vraiment de jouer sur la culture politique pour obtenir maintenant, pour justifier, pour légitimer ou pour permettre à ce qu'on soit satisfait de l'option qui est prise. Et cette culture politique n'intervient pas au jour de la candidature. Elle intervient dans une tradition, dans un parcours, dans des trajectoires de vie. Ça suppose quoi? Que les 22% n'ont de sens que si les 22% qu'on obtiendra demain, on peut avoir 30-40% de femmes demain, si on parcourt leur histoire, on parcourt un petit peu leur quotidienneté, on trouve un petit peu des pratiques qui les prédestinaient à la chose politique. Voilà, donc il y a des paramètres importants sur lesquels il faut agir. Parce que pour être dans la sphère politique, qu'on le veuille ou non, il faut avoir la main sur les facteurs de production. C'est pour ça que je disais qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place dans le passé et qui ont produit des résultats, mais pas donnés, et que ce coup de pouce peut s'ajouter. Donc on ne peut pas voir l'efficacité au détour de cette décision, ou de ce choix du constituant, mais il faut l'apprécier comme quelque chose qui vient s'ajouter. Lorsqu'on a réussi à encourager l'éducation chez les femmes, lorsqu'on a réussi à créer un petit peu des espaces d'accès aux facteurs de production, la terre,
les microfinances, les microcrédits, ainsi de suite pour les femmes. Lorsqu'on a réussi à créer un petit peu les possibilités d'accès à l'information sur la santé de la femme, tout et tout, quand on a créé tout ça et on ajoute à ça maintenant une disposition comme celle-là, peut-être on accroît un petit peu la chance, non seulement au plan quantitatif, mais aussi au plan de la qualité. Moi, je ne pense pas que c'est une question de femmes, c'est une question de figure. Je pense que les hommes, quand on tend à dire que les hommes béninois ou bien la population béninoise n'est pas forcément partante pour une femme, je dis ça dépend de sous quel angle on voit ça. Il y a peut-être une figure féminine qui... C'est la question de l'incarnation. Voilà, il y a peut-être une figure féminine qui semble manquer peut-être dans l'espace qu'on a aujourd'hui. Peut-être que, tout à l'heure, le professeur disait que les femmes qui ont pu s'en sortir, c'est les femmes qui sont à 40 ans, peut-être les femmes qui ont pu émerger politiquement, c'est les femmes qui ont réussi à traverser un petit peu ce moment de vie où la responsabilité conjugale, elle est forte, tout et tout. Ça peut être vrai. Mais je pense aussi que si on ne résume pas la politique à la pratique politicienne, et que la politique, c'est l'espace pouvoir, mais il y a des femmes qui ont des espaces de pouvoir, puisque, qu'on le veuille ou non, la politique, c'est d'abord le rapport au pouvoir. Et dans nos sociétés traditionnelles, ce pouvoir a toujours été redistribué, a toujours été obtenu. Elles ont une présence marginale, enfin... Pas marginale, ça dépend de la balance qu'on met. Ça veut dire quoi? Que de tradition, le pouvoir, c'est la politique. De tradition, les femmes ont eu accès au pouvoir. Les femmes ont exercé le pouvoir, mais pas sous la forme dans laquelle on retrouve aujourd'hui le pouvoir en termes d'exercice de rôle. Mais pas de manière ostensible. Voilà. En fait, ça veut dire quoi? Qu'il y a possibilité d'interroger un peu quel type de figure féminine dans le contexte béninois peut faire facilement chemin. Et c'est sur ça qu'il faut travailler au niveau de la jeune fille, et sur ça qu'il faut travailler au niveau du jeune garçon, tout en se disant que les couloirs des tests ne suffisent pas pour obtenir ce qu'on veut obtenir, et que les couloirs de tests ne viennent que pour constituer à la limite un cadre incitatif. Un cadre incitatif, mais le grand défi à régler, c'est le défi de la figure féminine politique au Bénin. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que cette figure féminine politique au Bénin est un peu complexe. Peut-être cette figure féminine, il faut la bâtir. Peut-être que cette figure féminine, il faut l'identifier quelque part et créer des exemples derrière. Parce que, qu'on le veuille ou non, il faut des exemples pour montrer un peu le chemin. Et peut-être que cette figure féminine béninoise, on a voulu la construire sur un modèle qui ne répond pas à nos contextes structurants. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de difficultés. Mais je pense encore une fois qu'on n'est pas là où on était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je pense qu'on est en train de colmater, mais il ne faut jamais perdre de vue que le plus important après, c'est l'équilibre social, qu'elle soit familiale, qu'elle soit au niveau du travail, tout et tout. Il me vient à l'esprit, quand on fait cette analyse, en fait, des fondements qui auraient pu légitimer cet acte constitutionnel en faveur des femmes. Juste une analyse, j'allais dire terre à terre. Est-ce que ce n'est pas aussi pour le politique une manière de flatter l'électorat féminin? On réserve la question, mais avant, je vous fais réagir justement sur l'analyse qu'il a faite. La difficulté, selon lui, de faire émerger des figures politiques et que cette disposition peut y participer. Non, en fait, vous voyez par figure politique forcément un député, une mairesse ou une maire ou un ministre. Mais ce n'est pas vrai, je suis une figure politique. Je veux dire que dans le sens traditionnel. Dans le sens traditionnel, et même dans les femmes qui réussissent professionnellement, les femmes qui ont du pouvoir, parce que c'est aussi ça. Vous ne pouvez pas voir l'environnement féminin aujourd'hui d'un certain niveau sans que je n'y sois. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas ministre que du coup, et même la plupart de ceux qui sont ministres, hommes comme femmes, qui sont, si vous faites le bilan, depuis les indépendances, même depuis les années 90, il y avait des illustres inconnus qui n'avaient rien, qui ne savaient rien, qui n'avaient pas un petit poids dans la tête, et qui pourtant sont devenus ministres, ou qui ont été positionnés. Quand vous parlez du parcours de la femme dans les 22%, vous avez plein de députés qui l'ont été parce que les autres l'ont placé parce que c'est un homme et que. Donc, c'est pour moi un peu réducteur
de voir la femme de ce côté-là. Parce que quand c'est un homme qui est, je dirais, incompétent, la question ne se pose pas. Mais quand c'est une femme, et c'est pas ce que j'attends de la femme, hein, mais quand c'est une femme, c'est le tollé général. Et en oubliant que pour qu'une femme émerge... Encore que ça arrive très, très rarement. Très rarement, mais pour qu'une femme émerge, c'est déjà compliqué. Et c'est ça l'objectif de cette disposition. Fixer des dispositions spéciales d'amélioration de la représentation du peuple par les femmes. La représentation, c'est aussi par le biais du recrutement. Tout à fait, justement. Le magistrat, il rend la justice au nom du peuple. Quelle est la représentation que j'ai des femmes au sein de la magistrature? Même si pendant un moment, il y a eu beaucoup de femmes. Voyez? Donc ça, c'est vraiment une politique, vous l'avez bien dit, de positif, d'action positive, pour permettre que dans notre contexte national, l'homme d'affaires qui a envie d'imposer dans son conseil d'administration 50% de femmes, 50% d'hommes, ou 20% d'hommes, 80% de femmes, qu'on ne lui dise pas, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous n'avez pas le droit, c'est anticonstitutionnel. C'est aussi ça. On ne l'oblige pas à le faire. Mais s'il décide, il pourra dire, écoutez, moi, voilà, j'ai un ancrage pour le faire. Il prend la caution en disant, écoutez, se mettre à l'aise pour le faire. On a besoin de cela. Et encore une fois, 50% de la population reléguée, hein, comme si ces 50% n'existent pas. Donc, pour le constituant, dire désormais, je voudrais que ces 50% soient présents, que ce soit sur le plan des élections législatives, que ce soit sur le plan des élections communales, que ce soit dans la sphère publique, dans les grands postes, etc. Oui. Ça lui donne la base. Cela ne veut pas dire qu'il est obligé de le faire. On lui donne la base. Dans le cas où il veut y aller, qu'il puisse le faire. Et c'est fondamental, même sur le plan sociologique. Parce que quand M. Darro, je crois, parle de représentation de la figure, etc., il a raison. Il a raison. Dans un contexte où, sur le plan social, en général, on a la difficulté à représenter une femme de pouvoir. Mais notre histoire nous apprend qu'il y a des femmes de pouvoir partout. Prenez les Amazones. Même culturellement. Allez dans certaines cultures du Nord. Dans nos couvents, dans nos palais. Voilà. La femme est incontournable. Mais ce ne sont pas des rôles ostensibles, très visibles, justement. En fait, c'est surtout l'homme qui incarne le pouvoir extérieur. Tout à fait. Mais aujourd'hui, avec le fait que nous avons fait des politiques depuis maintenant plus de 30 ans, au moins à partir des années 90, pour dire qu'il y a égalité homme-femme. Égalité formelle déjà, sur la polygamie. On peut en discuter, parce que c'est ce que le constituant fait. Sur l'adultère, sur le droit pour un enfant né d'une femme béninoise d'être béninois. Là, le constituant a dit, ça c'est supérieur. Il faut créer ces conditions d'égalité formelle entre l'homme et la femme. Mais passé cette égalité formelle, il y a la réalité. Il y a la situation au quotidien. Oui. Et dans cette situation au quotidien, je veux faire avancer des choses. Pour faire avancer des choses, je fais ça. Mais dans le même temps, il faut que je crée les conditions. Et ce sont ces conditions qui sont créées petit à petit. Promotion du genre, point focal genre, que l'on a un peu partout. Et n'oubliez pas, les objectifs du développement durable, l'objectif 5. Oui, c'est important. Ces grands concepts un peu hors sol, des fois, non, c'est important. C'est très important parce que vous voyez aujourd'hui la discrimination positive parce que c'est des femmes. Mais j'ai fait exprès de vous rappeler d'où ça vient, des groupes défavorisés. L'aide au développement que nous recevons, c'est une discrimination positive. Les États posent le principe de l'égalité entre eux. Mais pourtant, ils apportent leur aide à ceux qu'ils estiment dans une situation de fait différente d'eux. Oui, mais il y a d'autres ressorts historiques. Enfin, non, quels que soient les ressorts historiques, c'est-à-dire... Pour certains se donnent bonne conscience de certaines postures de domination. C'est juste pour vous faire toucher du droit ce qu'a voulu faire le constituant. L'individu situé, la femme située, les 90% ou les 95% de femmes situées au Bénin, donc qui font partie des 50% du peuple béninois, comment peuvent-elles s'en sortir si je ne fais rien ?
comment peuvent-elles s'en sortir si je ne leur permets pas d'avoir la figure, de créer avec le temps la figure qui culturellement existe quelque part. Mais comment faire pour que les hommes ne disent pas, oui, mais égalité formelle. Le constituant dit, aujourd'hui, j'ai décidé que nous devons passer de l'égalité formelle à l'égalité substantielle. Je donne les moyens pour que l'égalité substantielle puisse se faire. Et les femmes pourront encore plus se battre et espérer encore plus avoir leur place. Donc, vous aviez posé une question, je vous réponds. Justement. Sur l'électorat. Oui. Est-ce que c'est pour faire perdurer l'électorat féminin? Je ne crois pas. Pour flatter un peu, parce que c'est une question ambivalente, parce que là, ça reviendra aussi à dire, est-ce que ça aiderait des figures féminines à pouvoir bénéficier de l'électorat féminin en voyant comme ça un coup de pouce donné voilà, à l'univers féminin? La réponse apparaît évidente, puisque des figures politiques ont incarné, tenté d'incarner des rôles de leadership sans pouvoir y drainer. Et malgré tout, elles n'ont pas été, ces figures politiques n'ont pas été au bout de la logique. Hein. Donc, si c'est vraiment pour flatter uniquement l'électorat féminin, je ne crois pas. Non, c'est pour aller dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, partout dans le monde, on avait posé le principe de l'égalité formelle. On sait aujourd'hui qu'on n'arrivera pas à l'égalité en fait si on ne suit pas l'égalité substantielle. Je pense que c'est plutôt cette lecture contemporaine qu'il faut voir plutôt que des relents de politique politicienne pour permettre à certains de rester. En tout cas, moi, je ne le lis pas comme ça. Je vois ça plutôt comme la grande tendance internationale, la lecture contemporaine du principe d'égalité. Si vous permettez, on va aller à la régie pour suivre quelques avis de spécialistes de droit, et même on va retrouver notre sociologue qui a opiné sur la portée de cet acte constitutionnel en faveur de la discrimination positive féminine. Une très grande aide pour la gente féminine, et je crois qu'elle est là pour nous donner la preuve que nous pouvons aller de l'avant. Une nouvelle ère pour la gente féminine béninoise. Avec l'élection de Mariam Tchabita Zimé au poste de vice-président, les femmes béninoises peuvent désormais s'offrir le luxe de croire en la promotion du leadership féminin. Pour la première fois, une femme accède à ce poste-là. Ce n'est pas évident dans le contexte où nous nous retrouvons, où c'est souvent les hommes qui sont plus valorisés, mais cette fois-ci, il y a une femme qui pourra quand même être vice-présidente, donc c'est une très belle chose et moi j'apprécie. Pour moi, c'est un exemple vivant de l'égalité des sexes. J'ai dit égalité, mais je parle en égalité de complémentarité. De l'espoir pour la gente féminine, mais l'accession d'une femme à ce niveau de responsabilité sera-t-elle suffisante pour faire bouger les choses en faveur des femmes dans l'arène politique béninoise? Cela vient apporter un démenti, n'est-ce pas, à la façon dont certains ont pris l'habitude de sous-estimer la femme. À partir donc déjà de la formation du gouvernement, on peut s'attendre, n'est-ce pas, à un nombre un peu plus élevé de femmes. Elle peut créer un déclic chez des jeunes filles, chez des jeunes mamans, chez des jeunes dames, chez des jeunes politiciennes, qui peuvent commencer par se dire que le peuple béninois semble être plus accessible, plus prenable dans un modèle type. Donc, je veux être. Mais après, elle peut aussi porter une mouvance, elle peut porter une tradition, elle peut porter une génération. Donc, on peut se greffer à elle pour construire. Donc, elle peut jouer un effet d'entraînement. Impact social ou politique, une chose est sûre, l'élection de Mariam Tchabita Zimé semble remettre en question toute mythe entourant le pouvoir, puisque désormais la notion rime avec le féminin. Nous avons un élément témoin qui met en avant l'émergence de figures féminines. Le sociologue en parlait au poste de vice-présidente et éventuellement on attend de voir la formation du prochain gouvernement s'il y aura une tendance à la hausse de la présence des femmes. Est-ce que cela ouvre une nouvelle ère, professeur Dandy-Yamou au Bénin? Je pense que le choix déjà du candidat Patrice Talon pour vice-président, une vice-présidente, ouvrait déjà
une ère. Parce que tous les deux autres listes n'ont pas choisi, en tout cas dans les listes qui ont compéti, c'est la seule liste où le candidat a eu comme, dans son duo, a choisi, et je le dis à dessein, a choisi une colistière. À partir de ce moment-là, ça crée effectivement une ère. Parce que certains se diront, à juste titre, mais une femme peut être vice-présidente. Et mieux, mais ce n'est pas l'objectif. Je touche du bois. Une femme peut être présidente. C'est très important. Parce que, et moi j'en suis fière. Je suis fière qu'aujourd'hui, le duo présidentiel soit composé d'un homme et d'une femme. J'en suis fière, ce n'est pas suffisant, mais c'est un pas important dans notre vie politique. Mais n'oubliez pas que, au-delà de la vice-présidente, qui était déjà vice-présidente de l'Assemblée nationale, donc pour moi c'était déjà un pas quand elle a été élue vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je vous ferai remarquer qu'elle était suppléante d'un homme. Oui. Quand je disais la plupart des femmes qui réussissent, bon, c'est souvent des femmes dans le contexte qui sont portées par des hommes. Je ne dirais pas que c'est indéniable, mais dans les 90% des cas, c'est ce qui se passe. Donc, une nouvelle ère, j'en suis convaincue. Déjà, quand elle a été élue, en tant que vice-présidente, c'était la première fois. Elle est vice-présidente, enfin, je veux parler de l'Assemblée nationale. Bien sûr, elle était vice-présidente. Ici, elle est vice-présidente au niveau de la présidence de la République. Mais n'oubliez pas, nous avons eu des femmes dans les institutions, les hautes institutions de l'État. Aujourd'hui, nous en avons deux. Madame de Dravos-Zizinoué à la Haute Cour de justice et tout dernièrement la présidente Biotchane Mamadou de la Cour des comptes. Je vous ferai remarquer aussi que pour ces dames-là, ce sont des dames qui ont un parcours professionnel impeccable. Et quand vous voyez cela... Et le président l'a martelé comme étant le critère essentiel ayant présidé à son choix. Ouais. Donc, ce n'est pas... on ne les a pas choisis parce que politiquement, on avait envie de faire plaisir, etc. Non, on a vu le parcours. Et ce parcours, quand je prends celui de la présidente Biotchane, c'est un parcours dans la magistrature, un parcours à la Chambre des comptes qui lui donne toute la légitimité pour être là où elle est. Et ça aussi, ça va créer de l'émulation. Parce qu'on n'a pas connu au niveau des hautes juridictions, au niveau de la Cour suprême, on n'a jamais connu de femme présidente d'institution. Et là, la Chambre des comptes qui devient Cour des comptes, oui. On a une présidente. Donc, c'est pour vous dire que c'est une évolution contemporaine. C'est un cheminement. Et la société vit aussi avec son cheminement. La loi qu'on a appelée la loi constitutionnelle sur la parité, qui n'était en fait que la loi sur l'égal accès à certaines fonctions en France, elle ne date que de 1998, la loi constitutionnelle. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Toujours pour ramener à la juste proportion des choses. Donc, oui, pour moi, il y a une ère qui s'ouvre, mais une ère qui ne peut pas ne pas s'ouvrir dans un contexte où on a des femmes présentes, des femmes qui se battent. Donc, il faut tenir compte de cela pour mieux les aider, pour leur donner le coup de pouce qui favorise cette présence-là. Je vais demander aux sociologues s'ils décèlent dans l'émergence de ces femmes à la tête d'institutions de la République, Cour des comptes, vice-présidence et autres. J'allais dire une tendance lourde, profonde au niveau de notre société, une mutation qui s'opère. Je pense et bien sûr, tout ceci à l'aune de la réforme sur laquelle on se penche. Oui, évidemment. Je vais d'abord aborder la question des tendances lourdes dont vous parlez. C'est vrai que les tendances lourdes, on ne les voit pas, mais c'est celle qui fait l'épreuve qui vit un petit peu en quoi ces tendances lourdes bloquent. Mais je pense que ces tendances lourdes ne sont que des éléments de blocage que lorsqu'on ne maîtrise pas réellement leur pertinence sociale. C'est vu de l'autre côté qu'on a l'impression que c'est une tendance lourde pour ce qui concerne surtout
un peu l'émergence des femmes dans les espaces de prise de décision. Peut-être qu'il y a une exigence de la société. Peut-être qu'il y a une affirmation du tissu social qu'on ne perçoit pas. Et les femmes que nous venons, dont nous parlons, certainement ont lancé un message. Moi, je ne pense pas que ce soit seulement une ère, mais je pense que c'est un message. Vous n'y voyez pas un coup de pouce, et en fait, le volontarisme politique qui accompagne leur émergence peut-être fait écho à ce que vous considérez comme peut-être un changement de mentalité dans la société. Vous savez, pour obtenir un changement social, il y a plusieurs parties prenantes. Qu'on le veuille ou non, l'outil politique, l'instrument politique, le pouvoir politique est l'élément le plus déterminant. C'est la volonté du politique. Et ça, on l'a obtenu. Ça, là, peut-être manquait. Les autres paramètres qui ont existé, c'est parce qu'il y a eu l'essentiel que l'action politique a porté le résultat. Et ce que j'appelle l'essentiel, c'est ça qu'il faut découvrir. Quand vous voyez un peu la vice-présidente, elle n'est pas venue là spontanément. Par hasard, oui. C'est une militante. Si vous c'est pourquoi parfois la je question me dis, de la préparation dont vous parlez. Il faut vraiment préparer derrière cette histoire, cette l'émergence des trajectoire. figures. Je pense que l'Afrique n'a pas besoin, le pays n'a pas besoin d'avoir un modèle type de militantisme, de féminisme, tout et tout, à l'occidental, à tout ce qu'on voit dans les tests dans d'autres pays. Je pense qu'il nous faut redécouvrir un petit peu ce qui nous ressemble et ce qui peut marcher chez nous. Mais elle est une militante. Elle a fait excessivement la politique. Elle est incontournable dans son arène politique. Elle a fait suffisamment du social. Moi, je l'ai connue. Je ne savais pas qu'elle allait se retrouver là aujourd'hui, mais elle faisait de l'action sociale et jouait son rôle de femme dans la société, dans les luttes d'émancipation des femmes, dans les luttes d'accès à l'éducation, d'accès au pouvoir. Donc, elle a pu produire un petit peu une image, elle a pu produire un petit peu une sorte de prototype sur lequel les populations s'identifiaient. Et ce n'est pas parce qu'elle est restée suppléante au ministre, mais c'est parce qu'elle constituait un poids pour le ministre lui-même. Parce que quand vous interrogez sa base politique, vous vous rendez compte qu'elle avait une unanimité. Maintenant, quel était son secret ? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Donc ça, c'est un modèle type au plan politique. Même chose pour Madame la présidente de la Cour des comptes. Vous venez de lui dire qu'elle a un parcours brillant. Et ça veut dire quoi ? Que selon chaque registre, je pense qu'on est progressivement en train de trouver un petit peu à la limite, je dirais nos marques. Et lorsque nous allons réussir à trouver nos marques et nous aurons des dispositions structurantes compatibles à nos marques, je pense que on sera même étonné de se rendre compte qu'on a facilement réglé une question sans pour autant agiter les mœurs, sans pour autant créer des instabilités. Je ne pense pas que nos sociétés soient si en tout cas, un masochisme comme on le pense, mais je pense qu'il y a une sorte d'archétype auquel nos sociétés aspirent, et je pense qu'en faisant le travail dans ce sens-là, moi je pense que les figures... Donc ces figures qui émergent ont une lourde responsabilité. Non seulement elles ont une lourde responsabilité, mais elles apportent de l'ingrédient à tous ceux qui travaillent pour l'émergence de la gente féminine, parce qu'elle leur apporte un petit peu les résultats des actions qui ont été menées, mais elle leur donne aussi l'occasion d'interroger d'autres registres qui peut-être sont des registres facilement porteurs, dont il faut s'inspirer peut-être, et dont les jeunes filles aussi doivent pouvoir s'inspirer. Mais in fine, je ne pense pas que l'action, en tout cas, Madame Talata, là où elle est aujourd'hui, qu'elle se retrouve là parce qu'elle a voulu être là, mais c'est parce que c'est une convergence de beaucoup d'actions posées. Vous avez vu, quand elle-même a voulu prendre la parole, il faut qu'on l'interroge pour savoir si elle a reconnu déjà que, premier plan. Vous voyez, la notion de duo au pouvoir est une notion propre à nos traditions. On est habitué à cet équilibre-là entre le roi et la reine, entre celui qui a le pouvoir directement dans le couvent et la reine qui est derrière, qu'on ne voit jamais, mais sans elle, on ne peut même pas faire des rituels. Il y a des obsèques qu'on ne peut pas faire tant qu'une femme ne parle pas. Donc, progressivement, ça ne veut pas dire qu'on est une société où l'homme, c'est lui qui joue le rôle visible et la femme qui joue le rôle d'arrière-cour, non. Mais on est progressivement en train de retrouver nos marques. Et je suis sûr qu'on sera étonné qu'un jour que les hommes acceptent retrouver une place derrière une femme parce qu'on a réussi à séduire
un petit peu la communauté par ces résultats-là. J'ose croire encore une fois qu'on fera le bilan de ces réussites féminines pour créer de l'émulation, comme l'a dit le professeur, chez les jeunes filles qui, en voyant à la télé, en voyant les résultats, vont se dire que ça, c'est possible. Et ça rentrera dans l'éducation par l'exemple parce qu'on cherche des femmes fortes et des équilibres au sein de la société, au sein des structures familiales. Et je pense que ça, c'est bien possible. Et on cherche des femmes fortes, des figures fortes. Bon, voilà, on a un peu servi, en tout cas par l'émergence de ces figures fortes à la tête d'institutions du Bénin. J'ai presque envie de vous poser une question redoutable. Professeur Dandy Nyamou, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Moi, je crois qu'elles ont le droit à l'erreur. Parce que c'est celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais. Oui, les hommes ont bien le droit à l'erreur. Par rapport à l'incarnation, justement, tous les hommes, de ce changement qui s'opère sous nos yeux. Oui, je vous dis, elles ont aussi le droit à l'erreur. Elles travailleront à ne jamais faire d'erreur, mais elles ont aussi le droit à l'erreur. Parce que si elles ne font pas d'erreur, elles n'apprendront pas et elles ne nous éclaireront pas, ou nous n'éclairerons pas les autres. Vous avez bien compris j'ai compris le sens, j'ai compris. Mais je le dis parce que, en général, vous savez, quand on parle aux jeunes filles, on leur dit, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et en fait, ça les empêche d'agir. C'est ça aussi. Si vous ne laissez pas les femmes ou même les jeunes libérer les énergies, les possibilités de se relever. Jamais vous n'avancerez parce que vous resterez dans le conformisme et le conformisme n'a jamais fait la rénovation. Monsieur Daho, il dit oui, la femme dans le duo, elle est reine, elle est cachée, l'homme est devant. Mais en fait, il dit ce que je pense tout haut. Aujourd'hui, la sphère dans laquelle nous sommes est une sphère où la femme n'est plus la femme d'il y a un siècle. L'Amazon, mais nous avions même des exemples chez nous qui devaient nous amener à voir que la femme n'est pas celle qui est derrière souvent. Les Nana Benz, quand dans la sphère privée, parce que ce dont on parle, c'est beaucoup plus la sphère publique. Mais si vous allez dans la sphère privée, les directeurs de banque, vous allez pour ne pas dire les directrices de banque, vous allez au marché. Qui sont ceux qui ont le pouvoir économique dans ces domaines-là? Je pense que c'est de ça qu'il parlait aussi en disant les ressorts économiques et tout ça. Donc, aujourd'hui, on a la focalisation sur la sphère du pouvoir parce qu'effectivement, c'est le pouvoir qui donne l'impulsion. Et c'est pour ça la modification de l'article 26, pour nous, est un signal fort. On a beau dire, pour moi, c'est un signal fort. Dans un contexte où on s'est battu, on a posé le principe d'égalité, mais qu'on est toujours resté sur l'égalité formelle, moi, quand le constituant décide de modifier cet article pour dire que désormais, on peut mettre en place des dispositions spéciales d'amélioration de la représentation du peuple par les femmes, j'applaudis des deux mains et des pieds si c'était possible. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Oui, vous avez raison. Celles qui sont aujourd'hui, mais la plupart des femmes qui réussissent, elles savent qu'on n'a pas droit à l'erreur parce que les autres les regardent. Et que quand, justement, il y a une erreur, une difficulté, elles le ressentent doublement, triplement. Parce qu'elles se disent comment les autres, comment celles qui les regardent et qui ont envie de venir comme elles vont pouvoir avancer si face à l'adversité ou face à certains événements de la vie, elles ne sont pas en capacité d'avancer et d'avoir bien avancé. Parce qu'on peut faire des erreurs. Absolument. Mais le principe, c'est que même s'il y a des erreurs, on essaie d'aller de l'avant, de corriger des erreurs. Oui, elles n'ont pas, je reviens à votre idée initiale, dans ce sens-là, elles n'ont pas droit à l'erreur. Elles doivent montrer l'exemple, elles doivent réussir dans leur mission. C'est ce que j'allais dire, elles ont le redoutable défi de réussir leur mission pour ne pas faire courir toujours des préjugés, justement, sur leur capacité réelle face à ce qu'on peut considérer comme une sorte de faveur que la loi, d'artifice que la loi leur donne pour se retrouver. Ce n'est pas une faveur pour ces dames-là. Je dis la Constitution, non, pas ces dames, mais voilà. Dans l'inconscient collectif, voilà, ça peut être perçu comme tel. C'est aussi un risque à courir. Avec cette révision, cette incitation à la représentation numérique.
Je pense que elle n'a pas droit à l'erreur, mais je peux dire plutôt que la société n'a pas le droit, n'est-ce pas, à l'erreur. Ça veut dire que Nous tous concernés alors. nous tous concernés, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'en fait, on est dans une transition de mœurs, transition de valeurs, transition de normes, et quand on est dans les transitions, il y a toujours ceux qui portent un petit peu les premiers fruits de la transition et ils constituent à la limite un foyer d'interrogation pour que l'innovation porte, l'innovation marche. Il y a toujours des gens qui veulent voir des exemples. Est-ce que ça va marcher ou ça va plutôt. échouer? Donc, Est-ce que cette promotion voilà. des femmes par des cohortes de nombre prescrits, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on ne va pas profiter pour faire la promotion de femmes qui n'ont pas forcément les compétences, mais parce que la loi prescrit un nombre? Il y a toutes ces interrogations qui sont derrière. exactement. Donc, tous ceux qui... Parce que moi, je disais au début que ce n'était pas la question numérique qui posait le problème, c'est la question qualitative, c'est la question du développement qui était vraiment à la source des différentes mesures qui sont prises. Donc, aujourd'hui, tous ceux-là ont besoin de se demander est-ce qu'on ne fera pas autrement la lutte que nous avons engagée ou bien est-ce qu'on va continuer toujours ainsi? Est-ce que les résultats qu'on a aujourd'hui ne nous demandent pas de concentrer nos énergies, de consolider nos énergies sur des figures qui ont commencé par être applaudies. Parce que le plus important, c'est ça. Parce qu'il y a des femmes qu'on a citées, oui, il y a des femmes qui sont de grandes femmes, mais qui ne sont pas applaudies. Donc, quand on sent que c'est applaudi, il y a un minimum de consensus social autour de ça, ça veut dire que, tiens, ça marche. Tiens, ça donne de la réussite. Alors, comment on arrive à créer une conscience collective autour de ça? Alors, c'est quoi les repères? C'est quoi les référents? Et c'est dans ça que on commence par créer une culture, n'est-ce pas, à l'action publique au niveau des femmes. Et ce travail-là, c'est un travail qui ne doit pas se limiter aux femmes qui sont concernées, mais qui doit être limité aux constituants, qui ne doit pas s'arrêter, aux députés, aux municipalités et à ceux qui détiennent un peu l'action de médiation sociale, l'action d'intermédiation sociale, les ONG et tout, pour se dire que comment on capitalise un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. Et ça permet à nos traditions, à nos garants de tradition, qui étaient déjà habitués, n'est-ce pas, aux négociations sociales, qui étaient déjà habitués aux mutations de mœurs, de valeurs, lorsqu'ils sont convaincus que c'est la bonne porte de sortie, de s'interroger eux-mêmes pour dire alors, qu'est-ce qui a marché? Aujourd'hui, vous savez que même dans les espaces les plus sacrés aujourd'hui, les gens tentent de rediscuter un petit peu les mécanismes. Il y a des couvents aujourd'hui qui fonctionnent autrement qu'hier. Ça n'a pas supprimé les couvents, mais ça veut dire quoi? Les gens sont capables, n'est-ce pas, de montrer un autre visage de cette société. Tout à l'heure, le professeur disait qu'on n'est pas il y a 50 ans, 100 ans. Ce n'est pas la même société. Mais ce n'était pas le... Ça veut dire quoi? Quand vous changez un peu l'objectif, vous l'adaptez au système. Ça veut dire quoi? Que une fois qu'on a voulu avoir des femmes, non pas des Amazones forcément, qu'on n'a pas voulu forcément avoir des femmes qui sont derrière, ça veut dire qu'il faut créer un contexte qui va avec le nouveau modèle que nous cherchons. On ne va pas faire une juxtaposition accidentelle d'un modèle avec un autre contexte. C'est pourquoi il dit qu'aujourd'hui, on est dans une convergence de circonstances, de mesures prises, de prise de conscience, de dispositions, et que l'acte politique est venu pour donner une caution nationale pour dire oui, on est effectivement dans cette ligne d'action. Quitte à ce que papa, maman, frère, soeur, oncle, tout le monde puisse se forger une nouvelle opinion pour que la transition soit une transition douce, surtout. Merci beaucoup à vous d'être passé. On a compris que pour rétablir non seulement une injustice, mais en vérité pour faire représenter réellement le peuple aux instants de décision et pour permettre justement au peuple de bénéficier, d'optimiser les compétences, les talents d'une partie de sa compétence, de sa composante, il fallait réellement passer par un mécanisme incitatif. Et je retiens ça pour l'essentiel et qu'il faut qu'on ne s'arc-boute pas sur des préjugés en guettant les moindres erreurs, les moindres faux pas, parce que même nous les hommes, je dis masculins, on s'octroie la possibilité de commettre des erreurs
de tomber et de se relever. C'est peut-être la leçon essentielle qu'il faut retenir de ce plateau. Merci pour avoir partagé vos lumières avec nous sur ce sujet. Professeur Dandy Yamon. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous. Monsieur Jacques, pardon. J'ai l'habitude de Aboko Daro, mais pas Aguia Daro. C'est pour ça que j'hésite un peu sur mon patronyme. Jacques Aguia Daro, sociologue. Merci d'avoir décortiqué les ressorts sociologiques qui accompagnent cette mutation qu'on est en train d'observer sous nos yeux et que vive cette transformation positive de notre pays, pas seulement en faveur des femmes, mais des femmes en faveur de tout le peuple. Et merci de nous avoir suivis.